Bonjour, bienvenue sur Les Ondes Positives, le podcast de Brainwave. Voilà, j'ai l'honneur aujourd'hui d'interviewer le chef de service de neurochirurgie pédiatrique au CHU de la Timone à Marseille. Bonjour, professeur Scavarda. Bonjour Madame Roden-Morel. Merci de nous accueillir dans vos locaux. On a une très très belle vue sur Marseille, c'est magnifique. Déjà, pour démarrer cet épisode, depuis combien de temps vous exercez à la Timone ? Alors, moi, ça a été un peu compliqué parce que j'ai fait des allers-retours entre ici et l'Est de la France, mais je suis définitivement ici depuis janvier 2003. Ok. Donc ça fait 22 ans maintenant. Quel est votre parcours ? Comment vous en êtes-vous venu à la chirurgie de l'épilepsie ? Alors, comme souvent, c'est les rencontres. Moi, j'ai commencé la neurochirurgie comme tout le monde, la neurochirurgie générale. J'aimais beaucoup tout ce qui était vasculaire et tumoral. Et puis, j'ai eu la chance et le bonheur de partir en mobilité à Montréal en 2006-2007, où j'ai travaillé à Sainte-Justine. Et là, j'ai rencontré des gens qui étaient très impliqués dans la chirurgie d'épilepsie. Et je m'y suis impliqué de même. Et j'ai appris à faire des techniques comme les émissérotomies. J'ai appris ça là-bas, on ne le faisait pas ici. Et puis en rentrant, je suis arrivé ici, il y avait Madame Villeneuve, il y avait Mathieu Mille, il y avait Fabrice Bartholomei, il y avait Anne Lépine. Et tout ça a pris et on a fait un stade de chirurgie d'épilepsie à partir de ce moment-là. Et c'est là que l'activité a commencé à doucement progresser. Ok. Alors du coup, il y a, si on peut rendre ça un peu didactique, il y a deux types de chirurgie en épilepsie. Il y a la curative. Exactement. Et la palliative. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ces différences ? Bien sûr. Lorsqu'on a une cible qui est clairement délimitée, avec peu de risques fonctionnels, si on les enlève, on va pas faire une chirurgie dite curative. C'est-à-dire qu'on va traiter l'épilepsie, il n'y aura plus d'épilepsie après, théoriquement plus d'épilepsie après. Et là, on va retirer des morceaux de cerveau, on va déconnecter une partie du cerveau. Ça, c'est la curative. Parfois, on ne peut pas retirer une région et rendre le patient libre de crise. Dans ces cas-là, on va chercher à faire de la modulation de l'activité électrique cérébrale, donc de la neuromodulation. Et là, on va faire des chirurgies palliatives, comme la stimulation du nerf vague, la stimulation profonde avec la DBS. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de vraies chirurgies où on va opérer, réséquer, comme les callosotomies, par exemple, qui sont des chirurgies palliatives, qu'on ne va pas réséquer, guérir complètement l'épilepsie, mais on va diminuer les complications de l'épilepsie. Ok. Et du coup, on parle aussi dedans de cortectomie. Exactement. Et d'hémisphérotomie. Voilà. Le cortex, c'est le siège de la maladie épileptique. Donc, mais alors, on a apporté un cerveau, du coup. Voilà. Vous allez peut-être nous montrer de façon. Le cortex, c'est l'écorce qui entoure le cerveau. Je ne sais pas si on voit bien. C'est le tissu gris, et c'est en général dans le cortex que naît l'activité électrique et qui va être exagérée, hypersynchrone, et va donner les crises d'épilepsie. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est réséquer un bout de cortex, c'est une cortectomie. Parfois, l'activité est plus large qu'une petite zone, mais on peut faire ce qu'on appelle une lobectomie, par exemple, temporale, on va retirer tout le lobe temporal. D'accord. La lobectomie temporale, on peut le faire en frontal, on peut le faire en occipital. Ça, ce sont des chirurgies de résection. Après, il peut y avoir des lésions au sein du cortex qui vont entraîner des épilepsies, comme des dysplasies, des dynées, des gangliogliomes. Mais là, on va faire une lésionnectomie, on va retirer la lésion si elle n'est pas au sein d'un réseau très important, et pour guérir l'épilepsie. Après, on va faire des émissérotomies, le mot que vous adorez. Il y a plusieurs types. Nous, on fait l'émissérotomie verticale, qui va consister à déconnecter l'ensemble des hémisphères de ces connexions avec le reste du corps. Du coup, le cerveau sera toujours là, il fera toujours des crises électriques, mais il n'y aura plus de crises cliniques. C'est vraiment la séparation des deux. C'est comme si on l'avait enlevé. Vous pouvez l'enlever, ça s'enlève. Voilà, on peut l'enlever. Ah, c'est joli ça. Il est électrique, on dirait un Rubik's Cube. Ouais. Donc voilà, c'est comme si on en enlevait un. Oui. Donc on va vivre après avec un seul cerveau qui va travailler, qui va être connecté à la moelle épinière, qui va entraîner que vous allez pouvoir marcher, vous allez pouvoir parler. Et ça se fait, ce sont des techniques courantes, les hémisphérotomies, ou ça reste quand même assez rare? Alors, les indications ne sont pas très courantes, mais il y en a. Nous, on essaie d'en faire le moins possible, puisqu'on cherche à faire une neurochirurgie d'épilepsie le plus fonctionnelle possible. Et pour être fonctionnel, il faut qu'il y ait du cerveau. Il y a une partie de plasticité qui fait que ça partira de l'autre côté. Mais si on peut essayer de limiter au mieux la zone épileptogène et limiter le nombre d'émissérotomies, c'est un peu la philosophie du service. Oui. Et on arrive à éliminer des émissérotomies pour ce qui est pathologie vasculaire en général. Les AVC de nouveau-nés, on n'en fait plus. Mais c'est arrivé de faire quelques Rasmussen, on n'a pas fait d'émissérotomie, on n'a fait que des
des lésionectomies ou des déconnexions, mais plus petites. Donc le but étant de garder le plus possible de fonction. Et ça, alors c'est destiné plus à des patients, des enfants, ou vous le faites aussi chez des adultes? Alors, c'est plus adapté chez l'enfant, Ouais. puisque la récupération va être plus facile. Mais on a fait des déconnexions chez des sujets à 22, 23 ans, qui ont fonctionné aussi. Le résultat est en général un peu moins bon d'un point de vue de la récupération. D'accord. Et depuis quand existe la chirurgie curative de l'épilepsie? Alors, on l'a fait remonter en général, habituellement, à Montréal, au MNI, hein, au Montreal Neurosurgical Institute, dans les années 50, Dans les années 50? où ils ont commencé à faire des D'accord. cortectomies temporales sur des épilepsies post-traumatiques, et ils réséquaient tout le cortex qui était autour de la lésion initiale. Et à l'époque, ils gardent les structures temporomésiales, ce qui était après probablement la raison du grand taux d'échec de ces chirurgies. Mais ça a commencé là. Donc ils ont commencé par la zone temporale. Exactement. Et après, une fois qu'il y a eu de la réussite, il y a eu du frontal et du temporal en D'accord. premier. Mais c'est vrai que c'est un temporal où il y en a eu plus au début. Et quelle est la tranche d'âge du coup? Vous êtes vous travaillez en pédiatrie, neurochirurgien pédiatrique au départ. Mais en fait, moi, je suis responsable du programme de chirurgie de l'épilepsie à Marseille, donc je opère les adultes et les enfants en épilepsie. Donc je dirais que ça va de 0 à 80 ans. D'accord. Oui. C'est vrai que c'est d'un tout petit à ça un nécessite, adulte. Ça nécessite un peu de plasticité cérébrale, c'est agréable. C'est ça. Donc c'est pas la routine du coup. Non. Alors du coup, on a relevé en fait les questions les plus fréquentes que peuvent se poser les patients qui sont amenés à vivre une chirurgie de l'épilepsie. Alors la première question qui revient systématiquement, c'est est-ce qu'on va me raser la tête totalement? Est-ce qu'on va voir la cicatrice? Alors non, on ne rase pas la tête des gens, que ce soit pour une SCEG ou pour une chirurgie de résection, pas du tout. La cicatrice est dans les cheveux, parce qu'on ne fait pas de cicatrice en dehors sur la peau glabre, on est toujours en arrière de la limite des cheveux, donc ça ne se voit pas. Très bien. Et combien de temps dure l'opération et l'hospitalisation? Alors, tout dépend de ce qu'on fait. Une lobectomie temporale, c'est 2h30 de chirurgie à peu près, et on les garde, c'est fonction de l'âge. Les enfants, 3-4 jours. Ils se remettent plus vite. Les adultes, entre 5 et 8 jours. Est-ce qu'il faut se préparer à des effets irréversibles? Est-ce qu'on peut les prévoir? Alors, théoriquement, l'effet irréversible que l'on cherche, c'est l'arrêt des crises. Donc ça, c'est ce qu'on prévoit. C'est positif. Après, il peut y avoir des problèmes par exemple de langage, de mémoire, surtout quand on fait de la chirurgie temporale à gauche, mais qui ne sont pas irréversibles et qui, en général, s'améliorent avec le temps. Et d'autant plus que le sujet est jeune, et d'autant plus vite ça récupère, et mieux ça récupère. D'accord. C'est sûr que temporal gauche, quand on est un peu âgé, ça devient un peu difficile, mais le bénéfice en fait est tellement net en termes de récupération grâce à l'arrêt des crises que les patients, au bout du compte, ils sont contents. Bénéfice-risque, très bien. Et aussi une question assez fréquente. Est-ce que je vais être une autre personne après cette chirurgie? Est-ce que je vais changer de personnalité? Non, monsieur, on ne changera pas votre dame, ça sera la même. Alors, il y a quand même des modifications. Souvent, quand ça marche bien, les patients sont plus détendus, plus coopérants, plus à l'aise dans la discussion avec les autres, plus ouverts, plus calmes. Ça revient assez souvent. Donc oui, ça change dans le fait que la personne redevient comme elle était, je pense, à l'état de base, avant d'avoir des crises. Et c'est surtout ça qui est visible. Après, comme toute chirurgie, il peut y avoir des complications. Là, on peut avoir des problèmes. Mais c'est très rare en chirurgie de l'épilepsie quand même. Mais ça restera la même personne. Exactement. Voilà. Non, c'est pas la psychochirurgie, on ne va pas les modifier. Vais-je avoir des douleurs en post-opératoire? C'est vrai que cette peur d'avoir mal au niveau du cerveau. C'est clair. Alors, le cerveau est indolore. On peut vous opérer éveillé. Par contre, tout ce qui est autour est assez douloureux. Alors là, encore une fois, c'est l'âge qui va jouer. Les enfants, céphalée, 0. D'accord. On les traite, ils ont remis de la morphine pendant 48 heures, mais vraiment, ils se plaignent de rien. Chez les adultes, plus on grandit, plus c'est douloureux. Et c'est vrai que la crânectomie en post-opératoire, pendant entre 5 et 15 jours, ça tire un peu. D'accord. Il faut prendre antalgique. Est-ce que c'est dû les enfants au niveau de l'ossature, finalement, ce qui est... Je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a le caractère musculaire qui est moins développé, ça tire moins fort. Il y a 2, la méninge, elle fait moins mal. Oui. Et puis 301 aussi, il y a aussi le vécu de la chirurgie qui est différent. Et la douleur est fortement liée à l'affect et à la thymie. Et quand on est un peu déstabilisé, et on revoit fréquemment en chirurgie temporale, par exemple, là, chez l'adulte, ils sont souvent un peu dépressifs, plus fatigués, asthéniques, c'est un syndrome dépressif à minima. Et ceci
facilite vraiment l'apparition de céphalées importantes qu'on a du mal à traiter. Et ça dure environ 2 semaines Oui, ça peut durer plus chez certaines Ouais. personnes qui nécessitent de prendre une prise en charge psychiatrique, enfin, des antidépresseurs ou une gestion des troubles de l'humeur. Bah, ça revient après à la question suivante, en fait. On se demande également quelles consignes vous donnez aux patients pour leur convalescence, que ce soit sur la surveillance Alors, des cicatrices, du la cicatrice, en général, quand ils sortent, Ouais. on n'a plus rien à faire. On leur demande D'accord. de faire des shampoings. Nous, on enlève les agrafes. Chez l'adulte, on met les agrafes. On enlève les agrafes à J7. Et à partir de là, on lui dit de faire des shampoings au rythme qu'il faisait habituellement, tous les 2 jours, un Pas shampoing de soins doux, du tout à part rien ça. d'autre. Ça peut être un petit peu gonflé, ça va dégonfler. Par contre, ce qu'on leur demande, c'est de se reposer. Mhm. Parce que c'est une chirurgie qui est lourde. On va enlever un morceau de cerveau. Le cerveau, ça sert à quelque chose. Quand on se fait opérer d'une jambe, on reste 3 mois sans appuyer la jambe. Mais quand on se fait opérer du cerveau, il faut mettre le cerveau au repos. Donc, pas d'effort intellectuel. Il ne faut pas se mettre à lire au Spinoza après la chirurgie, par exemple. Regardez la télé-réalité. Comme ça, vous ne réfléchissez pas trop. C'est bien. Donc, Et vous puis, conseillez la des télé-réalité. des promenades, des trucs comme ça. Mais non, faut pas faire d'efforts intellectuels, pas faire des trucs compliqués. Vous pouvez lire. Mais il ne faut pas chercher à lire des traités philosophiques, par exemple. Il faut un bon mois de repos, minimum. Un bon mois de repos. Donc, le retour à l'école, il faut attendre Un mois. un mois. Un mois. Si vous allez être trop tôt, vous allez mettre les enfants en situation d'échec, ils seront fatigués, ils vont avoir du mal à enregistrer, donc ils vont vivre encore plus mal leur situation parce qu'ils ne pourront pas le faire. Et le travail, pareil. Le travail, pareil. Entre 4 et 6 semaines, c'est bien. Par contre, ça ne veut pas dire de rester enfermé à la maison. Hein. Ils peuvent sortir, se balader, au contraire, il faut marcher. Il ne faut pas rester couché à rien faire. Oui. Mais il faut prendre sortir. des activités. Il faut se protéger la cicatrice du soleil. Donc casquette, si on casquette, est un beau chapeau, jour comme actuellement. Il ne faut surtout pas de soleil sur la cicatrice, au moins pendant 1 an. Et alors, on arrive près des grandes vacances. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller voyager à l'étranger, par exemple, où il faut prendre vraiment l'avion. attendre Il n'y a pas de souci pour la cicatrice. Il n'y a pas de souci. Okay. Après 1 mois de convalescence, si tout va bien, on prend une vie normale. Il faut juste éviter les sports de contact pendant encore 2 mois. C'est 3 mois en tout. Donc pas de sport du tout pendant 1 mois et pas de sport traumatisant comme la boxe, le rugby, le karaté pendant 3 mois. Au niveau de la cicatrisation du volet osseux, d'accord. Et du coup, télé-réalité et magazine, il ne faut pas réfléchir. C'est ça. La télé-réalité, c'est un peu difficile à supporter, mais c'est l'image. Il faut vraiment mettre le cerveau à côté et attendre que passe. Quoi. Et comment préparez-vous les aidants au retour à domicile et à l'après-chirurgie ? Alors, ça c'est intéressant parce qu'il faut faire attention, on perd des femmes jeunes qui ont des enfants jeunes et il faut s'organiser pour que le mari soit là ou le maman soit là. Il faut que les gens puissent... Il faut être protégé un peu pendant ce mois parce que les enfants qui crient, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, quand on est fatigué après une chirurgie crânienne, c'est difficile. Donc, mais il faut préparer ça, il faut en parler avant, il faut savoir les femmes seules que puissent aller peut-être pendant 15 jours ou 3 semaines chez leurs parents ou chez des amis. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment insister là-dessus parce que les retours trop précoces à la maison et à une vie normale sont des échecs au niveau moral. C'est des gens qui vont pas aller bien, qui vont être épuisés et ça va être compliqué. Ça peut aller vers de la dépression, par exemple. Donc il faut bien préparer. La dépression est une des complications de la chirurgie, même une chirurgie réussie, hein, mais se faire opérer du cerveau, c'est une agression et on peut le vivre très mal. Alors pourquoi justement, même si une chirurgie réussie, il y a ces dépressions ? Alors, je pense que déjà, on change les systèmes de fonctionnement intracrânien. Donc, le lobe temporal, encore une fois, il est très impliqué dans le système limbique. Le système limbique, c'est l'humeur, c'est tout ça. Donc là, il y a un peu un tsunami qui se passe là-dedans, donc il faut se réadapter. Puis, symboliquement, se faire ouvrir la tête par un tiers, c'est pas normal. Voilà. Pas grand monde dans sa vie se fait opérer du cerveau. Non. Donc, il y a des gens qui sont plus forts que d'autres pour le supporter. Et tout ça va être encadré, ça va être préparé. Ouais, donc c'est vraiment un travail, de toute façon, ce qu'on a vu dans les autres interviews, un travail vraiment pluridisciplinaire. C'est un travail d'équipe. La neurochirurgie d'épilepsie, c'est un vrai travail d'équipe. On passe beaucoup de temps ensemble à se parler, à s'engueuler des fois. Mais ça, c'est la vie. C'est comme ça qu'on avance aussi. C'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'on débatte, mais surtout, on se s'engueule pas souvent. Mais surtout, oui, il faut que tout le monde soit là, tous les intervenants, les infirmières, les internes de neurologie, les neurophysiologistes, les neuropédiatres, on travaille ensemble. On fait des staffs 2 fois par semaine quand même. D'accord. Et est-ce que ça arrive que des patients aient fait le parcours préchirurgical et se disent non, je suis pas prêt, je préfère attendre. J'ai en tête un monsieur que Fabrice avait suivi, avait réussi à mener jusqu'à la chirurgie, et puis 2 fois avant la chirurgie, la veille, il a dit non. La veille ? Il a appelé, non, je viens pas. D'accord.
Et puis la troisième fois, je lui ai dit, écoutez, non, moi je m'occupe plus de vous. Si vous m'opérez, non, je m'occupe de vous, je veux plus vous voir. Allez vous faire opérer ailleurs. Et puis non, parce qu'il faut m'opérer, il faut m'opérer, il faut m'opérer. Je lui ai dit, artiste, je donne une dernière chance. Et je l'ai opéré. Et depuis, il revit. Il me dit, mais j'étais idiot de pas vous écouter avant. Mais on peut pas aller contre. C'est les craintes. Il vous a expliqué ce qui lui faisait peur? Ouais, il y avait une personne de son entourage qui lui avait dit qu'il allait se réveiller, ça sera plus le même. D'accord, ouais. Et donc il l'a cru et voilà. Comme quoi, enfin, les préjugés, les croyances. Il y a des croyances incroyables sur la terrible. chirurgie d'épilepsie. Je me rappelle qu'au Moyen-Âge, les gens étaient brûlés sur les bûchers. Hein. Ah oui, donc, mais non, c'est pas des sorcières. C'est catastrophique. Et combien de temps avant de parler de guérison? Et quel est le pourcentage de réussite de ces opérations? Ça, c'est une très bonne question. La guérison en temporale, ça approche 80%. D'accord. Donc, ce qui est pas mal. Ailleurs, c'est entre 60 et 70%. Tout dépend de la région. Tout dépend de la région et de la qualité d'exercice que vous allez faire. Et donc, de l'ASEG que vous aurez fait avant, s'il fallait faire de l'ASEG. Donc, en gros, c'est ça. On dirait que les meilleurs pronostics, c'est en temporal. Le reste, ça va entre 50 et 65-70%, suivant les localisations. Et là, j'y fais aussi ou pas? Là, j'y fais aussi, bien sûr. Et surtout le type d'épilepsie. Après, pareil de guérison, mais tout dépend un peu. Si c'est un patient qui fait 40 crises par jour, si pendant 15 jours, il en fait 0, on est assez content. On dit qu'on n'est pas loin de la guérison. Si c'est quelqu'un qui faisait une à deux crises par mois, on va attendre un peu plus pour dire que ça va bien. Mais au bout de quelques mois, et avec un EEG qui est devenu normal, c'est plutôt rassurant. Ça reste comme du cas par cas, quoi. Après, Exactement. selon le type d'épilepsie qu'avait le patient. Et ne plus avoir de crise du jour au lendemain, ça peut être vraiment déstabilisant pour les patients et l'entourage. On voit Qu'est-ce qu'on peut On voit tout. On voit des gens qui vous écrivent pour vous dire que c'est une renaissance, qu'ils sont heureux, que chaque année à la même date, ils vous envoient un courrier pour vous remercier. Et puis, il y a des gens qui vivent très mal de la guérison. Parce que vous savez comme moi que l'épilepsie, c'est quelque chose qui est sournois. Hein. Ça entraîne plein de problèmes cognitifs, des problèmes sociaux, comportement, mémoire. On n'a plus de travail, plus de femmes. Enfin, on peut se retrouver des fois dans des situations un peu précaires. Et donc, ce qu'il leur reste, c'est ce statut de malade. Et puis, nous, on arrive avec nos bistouris et on enlève ça. Et puis, d'un coup, il n'y a plus rien. Et c'est très compliqué. Donc, il faut refaire une nouvelle identité. Il faut se refaire une nouvelle identité. C'est pour ça qu'il faut que ça soit suivi de près. Il faut que ça soit appréhendé à l'avance, on expliquer que ça peut arriver. Il faut vraiment que ceux qui sont vraiment encadrés. Donc, vous les préparez vraiment à ça. Exactement. En disant attention. Mais on a quelques cas. Moi, j'ai quelques souvenirs de patients où on s'est vraiment fait beaucoup de travail pour arriver à les guérir. Ils sont pas contents parce que maintenant, ils sont plus malades, quoi. Alors, ils disent pas ça comme ça. Hein, mais moralement, ils vont pas bien. Et on n'arrive pas à les faire remonter. C'est pas la majorité, hein. Mais ça peut arriver. C'est un petit cas, voilà. Mais ils ont été tellement habitués à ces crises. À vivre comme ça, à vivre dans cet entourage de malades, de maladies chroniques, et c'est devenu leur statut social. Donc ça revient, la suite, c'est bien, on est dans la transition. Du coup, les patients et les familles sont-ils en général satisfaits de cette intervention? À part un petit pourcentage, vous avez dit? Oui, je pense que la grande majorité, quand l'épilepsie est guérie, c'est une nouvelle vie. Donc oui. Et puis il y a cette dégradation sociale par les troubles cognitifs, par la perte de son travail. Donc quand vous arrivez à remettre ça tout dans le bon ordre, les gens sont ravis. Et, moi j'ai pas mal de courriers où je reçois à des dates régulières de patients ou de patientes. La date anniversaire de la chire. Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 10 ans, mais on est content. C'est vrai que le mot qui revient souvent, c'est renaissance. C'est ça, nouvelle vie. Ils peuvent refaire des choses qu'ils ne pouvaient pas avant. Ils peuvent ressortir tout seuls dans la rue, ils peuvent reprendre faire du sport, retourner au travail, reconduire une voiture. La société moderne, quand on ne pouvait pas conduire, c'est compliqué quand même. Il faut se déplacer pour travailler. Pour travailler, pour tout. Donc, c'est vraiment un nouveau départ. Et pour finir, que souhaitez-vous dire aux patients anxieux et réticents concernant la chirurgie? On comprend tout à fait leur angoisse. Je veux dire, moi, si je devais me faire demain le crâne pour me faire enlever un morceau de cerveau, je pense que je serais angoissé. Mais il faut leur dire que ça s'appuie sur des bases fortes. Hein. Le travail au quotidien des équipes de chirurgie d'épilepsie est assez conséquent. On sait ce qu'on fait. On va pas là sabre au clair pour aller à l'aventure. C'est pas du tout ça. Et surtout à Marseille, on a cette philosophie d'être très économe sur la chirurgie, de chercher au maximum à limiter au mieux la zone épileptogène pour diminuer les déconnexions ou les résections. Et ça, je trouve que c'est une vraie qualité. Donc tout ça pour leur dire c'est normal qu'ils aient peur, mais il faut pas que la peur les paralyse. Il faut que leur chemin de vie puisse continuer. Et pour qu'ils continuent au mieux, il faut se guérir de son épilepsie. On ne guérit pas tout le monde, malheureusement, mais il faut au moins être certain qu'on a fait le maximum pour aller sur ce chemin-là.
Et du coup, on peut donc faut qu'ils prennent le temps aussi, selon Il faut les les voir personnes. plusieurs fois. Ouais, c'est ça. C'est pas une chirurgie, c'est pas une prothèse de hanche, vous allez voir, je vous change de hanche, et puis on n'en parle plus. Il faut les voir plusieurs fois, il faut expliquer les choses, les questions viennent au fur et à mesure. Mais ça, c'est bien fait parce que les épileptologues les voient depuis longtemps en général. Donc, ils sont suivis par l'équipe de Fabrice ou de Mathieu Mille, Nathalie Villeneuve et Anne Lépine. Ils ont été vus plusieurs fois, ils ont déjà expliqué les choses, expliqué pourquoi il faut faire ça. Quand ils arrivent chez moi, en général, le travail est déjà mâché. Ils ont déjà toutes les infos. C'est plus facile de les convaincre. Ouais. Ok, très bien. Donc maintenant, on arrive à l'instant confession. Du coup, neurochirurgien, c'était une vocation pour vous? Alors, la chirurgie au départ était une vocation. Moi, je voulais être jeune, je voulais être chirurgien cardiaque. Et puis, en 5e année de médecine, j'ai croisé la neurochirurgie à Marseille, dans le service du professeur Grisoli. Et je crois que j'ai eu la révélation, quoi. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et je n'ai plus lâché l'affaire, on va dire. Et donc, j'ai passé l'internat et j'ai fait de la neurochirurgie. Comment vous vous préparez avant une chirurgie? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est bien connaître l'histoire du patient et surtout connaître bien ses images. Donc, je passe beaucoup de temps à analyser les images pour essayer de voir où est-ce que je vais passer, quelle est la taille que je vais resséquer, comment je vais l'installer. J'aime bien réfléchir. J'aime pas être étonné au bloc. Je veux pas être surpris. Donc je prévois ça à l'avance et je réfléchis beaucoup. Donc, la veille en général. IRM, la veille, sur mon ordinateur, je reprends les IRM, je regarde bien tout pour être bien au clair avec ce que je vais faire. Donc c'est votre routine. Ok. Quel est votre meilleur moment lors d'une opération? Quand ça se finit et que c'est bien fini. Soulagé. Tout est bon. Ouais. Moi, quand on aime opérer, j'aime l'incision et j'aime la fermeture. Après, tout est. Moi, il n'y a pas de moment préféré. Je pas du début à la fin. Enfin, quand c'est fini, je sens que j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis assez content. Ouais. Et en consultation avec moi, après, quand ils vont bien, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? J'aime beaucoup de choses. Question à 1000 points. J'aime beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours été tourné vers les autres et vers le soin. Donc, j'adore soigner. Et ce que j'aime, c'est ça. Et j'aime les défis. Et la neurochirurgie de l'épilepsie, c'est souvent des défis. Parce que quand on fait de la chirurgie tumorale, on sait ce qu'on enlève. On voit la tumeur, on l'enlève. En chirurgie d'épilepsie, souvent, on enlève du cerveau qui paraît normal. Ça se voit pas, c'est ça? Et non, pas toujours. C'est pas marqué épilepsie, là, venez par là. Non, c'est pas écrit. Donc, il faut avoir bien préparé à l'avance et être prêt à retirer du cerveau normal. Au début, c'est un peu compliqué. Mais c'est très excitant. Donc dans le bloc, vous avez des IRM. Enfin, comment vous faites justement pour... Moi, j'ai l'IRM avant que je travaille bien ici. Puis on a des écrans au bloc, on remet les IRM pour garder en tête les images si on a des questions ou si on a un doute sur quelque chose. Et alors, cliché ou réalité, l'écoute de la musique en bloc opératoire. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, au début, je n'en écoute plus, parce qu'en fait, je me rends compte que je suis tellement concentré que je n'entends pas ce qui se passe. D'accord, vous en écoutiez avant? Avant, j'écoutais, mais même des fois, les filles me disent, t'es pas gêné par les gens qui parlent à côté? Si, c'est quoi? Je les entends même pas. Donc, vous êtes dans votre bulle? Ouais. Donc, j'écoute plus de musique, non. Par contre, j'adore écouter de la musique, mais pas au bloc. Après? Voilà. Après l'opération? J'aime bien. Quel style de musique? Je suis assez éclectique, hein. J'écoute du blues, du rock, du rap, même du classique. J'adore la musique. Bon, on vous invitera alors à notre festival à Noël l'année prochaine. Et un hobby pour vous évader? Alors, la musique. Ouais. Mes enfants, ma femme et surtout la moto. J'adore la moto. Me balader en moto, c'est mon truc. Et j'aime bien partir et me faire une balade de 2-3 heures comme ça me plaît. Ouais. Eh ben merci pour ces instants confession, pour cette interview. C'était un vrai plaisir. C'était très bien, très agréable. Et voilà, notre épisode touche à sa fin. Le focus sur la chirurgie de l'épilepsie aussi. Nous tenons à remercier très fortement toute l'équipe du service d'épileptologie et du service de neurochirurgie pédiatrique. Un grand merci. C'était une vraie équipe. C'est ce qu'on a pu voir en fait lors des interviews, que c'était une équipe vraiment pluridisciplinaire. Je crois que c'est notre force. C'est ça. Donc un grand merci aux soignants. En général, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux, mais c'était vraiment très très chouette de faire ces interviews merci beaucoup. À vos côtés. Merci à vous en tout cas. Merci. C'est très agréable. Et nous, on se retrouve pour de nouveaux épisodes. Et s'il y a des questions, il faut nous envoyer des mails, on répondra aux questions. Ouais, c'est super, on enverra votre mail alors. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.